on va accueillir les prochains intervenants pour la toute première table ronde de cette soirée, pour réfléchir à une question donc fondamentale. La voiture est-elle réellement synonyme de liberté ? Et pour ça, j'invite à me rejoindre sur scène Virginie Bouteuil et Jean-Pierre Orfeuille. On peut les applaudir. Voilà. Donc, entre opportunité, dépendance et illusion, ce mythe mérite d'être interrogé. Mais avant de plonger dans le vif du sujet avec vous, j'aimerais revenir un instant sur l'histoire de l'automobile en France et sur la place qu'elle a progressivement occupée dans nos vies. Alors, à ses débuts, la voiture individuelle était loin d'être accessible à tous. Dans les années 1920, on en compte à peine 200 000 en circulation, principalement détenues par les classes les plus fortunées. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, c'est là que la voiture est passée d'objet de luxe à l'indispensable du quotidien. Et en 1950, le parc automobile français atteint 2,3 millions de véhicules. En 2020, la France franchit le cap des 38 millions de voitures particulières, soit presque une voiture par adulte en âge de conduire, confirmant son statut d'objet du quotidien. Alors, l'essor de l'automobile transforme le territoire. Le développement des routes et des infrastructures ne répond pas seulement à la demande croissante de mobilité, mais il la façonne. La construction des infrastructures routières n'a pas seulement accompagné l'essor de l'automobile, elle l'a aussi accéléré. L'aménagement du territoire a favorisé un maillage routier dense qui permet à la voiture de s'imposer comme un moyen de transport central. Alors à son tour, cette accessibilité accrue renforce la dépendance à l'autonomie dans les zones périurbaines et rurales. Elle devient la clé de l'autonomie, le lien vital entre domicile, travail, les loisirs et les commerces, comme on en a parlé tout à l'heure avec Thomas. Mais cette liberté a un prix. Aujourd'hui, posséder une voiture représente une charge importante. Alors en 2023, le coût annuel moyen d'un véhicule en France est estimé à peu près à 4 500 € par an, englobant le carburant, l'entretien, l'assurance et tous les frais annexes. Et ce coût peut monter à 6 000 € quand on compte les coûts pour se garer et de parking. L'essor de l'automobile transforme... tous les frais. Au-delà de son impact économique, la voiture pèse lourdement sur l'environnement, évidemment. Le transport est responsable de 29% des émissions de CO2 en France, dont plus de la moitié provient des véhicules particuliers. Alors, face à ces enjeux, les mesures se multiplient. Ainsi, à l'heure où la transition écologique et les nouvelles habitudes de déplacement bousculent notre quotidien, la voiture est-elle encore synonyme de liberté ? Où sommes-nous entrés dans une nouvelle ère de la mobilité ? C'est la question que nous avons explorée ensemble sur cette table ronde. Jean-Pierre Orfeuille, pour commencer, j'ai une question pour vous. Dans quelle mesure la voiture individuelle a-t-elle contribué au développement socio-économique d'un pays comme le nôtre, comme la France ? Merci de votre accueil. Bon, la voiture, c'est un outil. Qui a contribué au développement, c'est la mobilité. Je crois que c'est quand même le premier point qu'il faut bien, et on l'a vu avec le graphique d'Aurélien Bigot, là ça a été effectivement à partir des 30 Glorieuses, quelque chose de très très rapide. Je vous propose, pour se faire une idée de la contribution au développement, deux approches très basiques. La première, c'est de regarder comment c'était avant la voiture. Et la deuxième, c'est de regarder ceux qui n'ont pas de permis et ceux qui ont le permis. Alors, première approche historique, elle est simple. La voiture, elle arrive après d'autres modes. Bon, vous aviez la voiture attelée. La voiture, d'où vient le terme voiture, entre parenthèses. En fait, on devrait plutôt parler d'automobile. Mais la voiture attelée, elle avait quand même un problème, c'était difficile à démocratiser. Après, on a eu le chemin de fer. Alors, le chemin de fer, il n'est pas utile de rappeler ici son rôle absolument majeur dans le développement, dans l'histoire du 19e et même au moins de la première moitié du 20e. Simplement, le chemin de fer, il va où il va. Il ne va pas nécessairement où vous allez.
hein. Et puis, on a eu le vélo. Alors, le vélo, l'automobile s'en est beaucoup inspiré, hein. Si vous allez dans un musée de l'automobile, vous voyez les roues de voiture, c'est des roues de vélo, hein. Donc, il donne le goût de la mobilité personnelle, individuelle. Vous regardez toutes les activités des automobiles clubs au début, eh ben, elles sont dérivées des activités des vélo-clubs, hein. Mais le vélo, bah, il a quand même une petite limite, hein. C'est que, bon, pour des gens normaux et pour des gens un peu plus âgés, c'est quand même aussi, ça va pas très loin, hein. Et donc, l'automobile, elle arrive dans ce monde-là, hein, où on a ces alternatives-là. Bon, je passais, pour être court, les bus. Qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre, en gros, d'aller loin et dans toutes les directions. Alors, ça, c'est la façon de voir les choses en termes de transport. Mais elle ouvre des opportunités. Et les opportunités qu'elle ouvre, ça a été un outil de conciliation, je dirais, de la sociologie des ménages et du monde économique. Le monde économique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut concentrer les choses. Les choses sont concentrées, nous sommes de plus en plus métropolitains. Et puis le monde des ménages, il a... Alors peut-être parce qu'on lui a fait trop de pub, j'en sais rien, mais il y a quand même un fin fond chez les Français, et pas que les Français, hein, d'attrait pour les zones moins denses que les grandes villes. Et donc le modèle qu'on a aujourd'hui, il est relativement simple à décrire, hein. C'est des activités économiques qui se concentrent, des systèmes d'habitat qui vont vers la plus faible densité. Et ce qui fait le lien avec ça, en région parisienne, c'est évidemment le RER, hein. Dans le reste du pays, c'est quand même, pour l'essentiel, l'automobile. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que la liberté, c'est pas simplement la liberté de mouvement, c'est la liberté de se poser quelque part, aussi bien de la part du monde économique que du monde des personnes. Maintenant, je prends une autre entrée, c'est les gens qui ont le permis, les gens qui n'ont pas le permis. Moi, j'ai toujours été absolument choqué de voir qu'on est incapable de produire des statistiques de chômage incluant le fait que les gens ont le permis ou pas. Alors heureusement, on a des enquêtes transport. Alors les enquêtes transport, moi j'aime bien ça, je les regarde beaucoup. Et je vous donne simplement le résultat. Entre les gens sans permis et les gens avec permis en province, je laisse de côté l'agglomération parisienne où, de fait, le système de transport public permet beaucoup de choses sans voiture, hein, mais en province, en gros, à diplôme égal, vous avez un niveau de chômage beaucoup plus élevé pour les sans permis que pour les gens détenteurs de permis. Et lorsqu'ils ne sont pas chômeurs, les gens sans permis occupent des positions sociales plus faibles ou inférieures à ceux qui disposent du permis, et ça à peu près à tous les niveaux de diplôme, excepté, je dirais, Bac+5. Et tout ça, en termes de transport, c'est simple. En province, sans permis, c'est 3 fois moins de kilomètres. Là, vous êtes en bas de la courbe de Bigot, hein, vous retournez aux années 70 à peu près. Avec permis, vous êtes 3 fois au-dessus. Merci. Voilà. Virginie, pourriez-vous partager avec nous 3 moments clés des 70 dernières années qui ont challengé un petit peu notre perception de la voiture individuelle ?
Alors, merci. Vous avez déjà retracé un peu l'historique de cette augmentation très forte du parc automobile, notamment après-guerre. On est dans les années 60 dans la civilisation du loisir, en plus de ce qui a été dit. On est aussi dans les villes dans un début de congestion au fur et à mesure que les ménages s'équipent et dans un début d'asphyxie pour certains centres-villes. Et ce qui se passe en parallèle de ça, c'est à noter quand même, c'est qu'on commence à détricoter, y compris les transports en commun urbains qui fonctionnaient jusque-là. Et il y aura ce phénomène de démantèlement des tramways, de démantèlement des trolleybus dans un grand nombre de villes. Et la France n'est pas du tout une exception en la matière, qui va se prolonger encore pendant quelques décennies. On est dans ce contexte-là quand, dans les années 70, intervient un premier événement, je vais le présenter comme ça, que sont les 2 premiers chocs pétroliers, au lendemain desquels, qui portent bien leur nom, qui provoquent véritablement un choc, et un choc dans les consciences, un choc dans les prises de conscience individuelles et collectives et politiques, avec tout un tas d'initiatives un peu nouvelles ou de renouveau qui se mettent en place depuis les États-Unis jusqu'à la France, avec du covoiturage organisé, avec un début de retour des transports en commun collectifs. Alors en France, il y avait eu des amorces d'ores et déjà, et en particulier du fait de la création d'un financement appelé le versement transport, aujourd'hui versement mobilité. Donc on réinvestissait dans des transports collectifs un peu lourds, mais ces 2 premiers chocs pétroliers ont aussi donné lieu, par exemple, à un renouveau des prototypes de véhicules électriques. Voilà, il s'est passé tout un tas de choses à ce moment-là, avec pourtant des effets de courte durée. C'est-à-dire que l'automobile était un outil tellement puissant, et pour toutes les raisons que Jean-Pierre a exposées notamment, qu'on s'est laissé aller ou retourner à une dépendance croissante à l'automobile. Et qui dit dépendance à l'automobile, parce qu'une dépendance peut en cacher une autre, dit dépendance aussi au pétrole. Et à ce moment-là, quand on arrive dans les années 80-90, en France, l'énergie de nos transports est à plus de 95% dérivée du pétrole. On arrive beaucoup plus tard, donc on a en quelque sorte perdu 20 ans, parce que j'ai ressorti un bouquin de 1980 où un ministre des Transports, Joël Leuttel, je vous laisserai regarder quelles étaient les affinités politiques et les origines territoriales de monsieur le ministre des Transports, Joël Leuttel, dit, attention, est en train de se creuser une dépendance à l'automobile. Et avec ça, des risques, parce qu'on est en période d'incertitude très forte, et notamment sur l'énergie. On est en risque de ne plus être résilient. On est en risque, parce qu'on a tué la diversité des autres modes dans tout un tas de contextes, de ne plus être résilient face à un certain nombre de chocs. Et néanmoins, on y va. Et à ce moment-là, arrive dans les années 2005-2008, ce que certains ont appelé un 3e choc pétrolier, qui n'a pas du tout les mêmes fondements, les mêmes mécanismes que les 2 premiers, qui d'ailleurs se produit y compris en contexte de baisse des prix du pétrole, c'est-à-dire qu'il y a une envolée des prix du pétrole encore plus importante que les fois précédentes. On est à x5 quand les 2 précédents étaient à x4, x3. On a une redescente très rapidement après, parce qu'on arrive dans la crise économique et financière internationale. Et là, ce qui nous dessert, si je puis dire, collectivement, c'est que à l'occasion de la crise économique et financière internationale, on a besoin de soutenir des industries, des emplois qui sont en péril, et on relance la machine économique et industrielle, et avec elle la dynamique automobile. Et à nouveau, on aura perdu 10 ou 15 ans avant qu'arrive en France, mais dans d'autres pays du monde, un mouvement d'une nature encore un peu particulière, le mouvement des Gilets jaunes, où là, c'est plutôt la fiscalité du carburant qui est à l'œuvre que les cours internationaux du pétrole. Et là, j'ai envie de dire, on ne peut plus passer à côté des limites individuelles que posent les libertés individuelles qu'offre la voiture. Et les limites individuelle que ça pose, c'est la précarité de tout un tas de ménages, avec 14% des dépenses des ménages qui sont investies dans les transports et une part significative qui est investie dans la voiture, avec là-dedans une forte volatilité des prix des carburants. On sait que la crise des gilets jaunes, elle intervient après 2 ans de très forte hausse des prix des carburants. On est en moyenne dans les dépenses des Français à plus 9% et plus 13% en 2017, en 2018. Et donc là, on a une
une véritable remise en cause des modes de vie et c'est un peu la première fois que ça s'ancre véritablement. On sait qu'on a dorénavant 10% des ménages qui dépensent plus de 4% de leurs revenus dans le carburant, c'est-à-dire qu'ils travaillent presque un jour par mois pour payer leur essence et on ne peut plus passer à côté. Mais au-delà de ça, et de façon bien plus progressive, j'ai l'impression, on s'est aperçu d'autres limites et de limites collectives à ces libertés individuelles qu'offre la voiture, avec les mêmes problématiques de volatilité de la facture du pétrole à l'échelle nationale que ce qu'on retrouve à l'échelle des budgets des ménages, avec une part de la voiture dans les émissions de gaz à effet de serre. Vous le mentionnez, quand on est à plus de 50%, de 30% des émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'une tonne sur 6 qu'on émet en France, elle est émise par une voiture particulière, avec des effets sur la congestion dont on a parlé, avec des effets sur tout un tas d'émissions de polluants locaux et des effets sur la sécurité routière dont il me semble qu'on parle très peu encore, mais on est dans une voiture impliquée dans plus de 70% des 3000 et quelques morts qui restent sur la route. Une personne sur 6 parmi ces morts-là, ce sont des 18 à 24 ans. Et donc, on a besoin de remettre le métier sur l'ouvrage. On sait dorénavant qu'on s'est ancré, qu'on s'est enferré dans une dépendance dont il faut sortir absolument. Merci beaucoup Virginie. J'aimerais conclure avec vous avec juste une dernière question sur le taux d'occupation moyen des voitures individuelles qui est de 1,6 personnes par véhicule. En quelques mots, comment exploiter cette capacité latente pour améliorer l'efficacité du transport ? En quelques mots. Écoutez, je sais pas, on peut commencer peut-être en se mettant dans l'actualité et en se rappelant une pub de 1943 aux États-Unis. Cette pub de 1943 aux États-Unis, les autorités préparaient le débarquement, étaient complètement investies dans l'effort de guerre. Et il y avait une campagne qui disait « When you ride alone, you ride with Hitler. Join a car sharing club today. » Voilà. Bon, ça c'est le côté qui pourrait nous arriver peut-être un jour, j'en sais rien. Mais c'est évidemment un peu violent. Alors, moi, je suis pour la modestie. J'imagine que en quelques mots, parce qu'on va avoir d'autres tables rondes. Merci. Nous proposera un certain nombre de démarches. Je voudrais simplement dire, ne nous trompons pas, pourquoi ce taux d'occupation est bas. Allez voir dans les pays pauvres. Dans les pays pauvres, il est beaucoup plus élevé. Allez voir dans la France des années 60. La voiture était familiale, on n'allait pas au boulot avec, on l'a nettoyée la semaine pour la sortir le samedi. Donc il y a quand même au départ une question de coût. Tant qu'on n'aura pas amené cette question-là, question difficile parce qu'il y a des arbitrages extrêmement difficiles à faire. Les gens qui sont dépendants de la voiture aujourd'hui, c'est quand même ceux qui regardent les grandes villes avec des transports collectifs subventionnés à 80% et qui ne sont pas pour eux. Donc, il y a un art, là, de la politique que je ne pratique pas, mais qui est sûrement pas facile à monter. Merci. Mais quand vous regardez, même aujourd'hui, toujours la même chose, hein, aujourd'hui, quand vous regardez le taux d'occupation des voitures des pauvres, le premier décile de la population, 1,6. Quartier de la politique de la ville, 1,5. Quartier aisé et population très aisée, 1,2. Voilà. Donc il y a quand même une réflexion à avoir à partir de ça. Et bon, je pense qu'il y a une deuxième cible. Alors, on n'aura pas vraiment le temps d'aller un petit peu plus loin. Je m'excuse, il faut qu'on avance, qu'on est en live. Et le problème, c'est qu'on va être limité niveau temps. Donc vraiment, juste, je vous laisse quelques secondes pour finir. La deuxième cible, pour être très rapide, c'est nous. C'est-à-dire des gens, en gros, qui ont passé le stade de l'amour de la voiture,
qui sont pas nécessairement très contents de conduire et qui ont un réseau relationnel suffisant pour s'organiser et être très pragmatiques. Et ce pragmatisme-là, je pense que c'est ça que Exwetrike et COV. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous avions avec nous Jean-Pierre Orfeuille, qui est docteur en statistique et professeur d'aménagement à l'Institut d'urbanisme de Paris, et Virginie Bouteuil, chercheuse en socio-économie de la mobilité et directrice adjointe du laboratoire Ville, Mobilité, Transport, qu'on retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous invite à vous rasseoir.